Bonjour, vidéo 03003B, toujours sur le système Hasselblad. Donc dans la 003A, on a vu les différents modèles d'une manière générale, un peu l'historique, un peu le pourquoi du comment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller consulter la playlist pour la retrouver. Maintenant, nous allons parler, donc on a fini les obturateurs et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le système Hasselblad, donc c'est un système modulaire, c'est un système qui a assez bien géré les compatibilités, puisque il n'y a pas d'incompatibilité connue, à ma connaissance, il n'y a pas d'incompatibilité dans tout le système V. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des problèmes de génération. Vous pouvez prendre le premier objectif fabriqué et le monter sur le dernier boîtier et ça fonctionne et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand on prend un modèle 500C, 500EL, quand on prend un modèle 500, ils utilisent uniquement les objectifs à obturateur central. Et donc on a vu qu'il y avait trois générations d'obturateurs centrales différentes. Donc il y a le Compur C, il y a le C Compur, voilà, alors ça c'est le Compur C, le C ne veut pas dire chromé. Hein. Le Compur C, c'est voilà, c'est celui-là. Moi je les ai en chromé, mais ça existe aussi en noir. Voilà. Alors, si on va sur les sites et choses comme ça, il y a trois générations de Compur qui se distinguent par la prise synchro-flash qui est différente. Donc ça, c'est la prise triangulaire. Donc ça, c'est entre guillemets la dernière version du Compur C. Les deux premières versions doivent être en fait très anciennes et ne doivent pas avoir durer très très longtemps. Parce que là, par exemple, j'ai un SWC qui est quand même très 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 ancien dans la génération. Et il doit être de 1967. Enfin, il a quand même... oui, il a plus que 10 ans dans la génération. Donc il n'est pas suffisamment très très ancien. Enfin, 1967. Et qui a aussi la prise triangulaire. Et puis, je vous ai présenté les Prontor CF. Donc, je peux vous en déballer un autre, histoire de vous faire très rapidement. Non, ça c'est pas le bon. C'est pas le bon. Voilà, il est là. Tac, voilà. Et donc, et les Prontor qui eux sont des objectifs noirs. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo numéro T003A. Parlons un peu des accessoires. Alors, dans les accessoires du boîtier, le boîtier c'est le cube central. Dans les accessoires, eh bien, on a les objectifs, on a les dos et on a les viseurs. Et on a les moteurs. Et on a les moteurs pour la série, pour le 203 FW, non pas le 203, oui, pour le 2000 FW ou FCW, je suis, et le 203, le 2003 FCW, et puis pour la série 200. Voilà. Donc on va commencer par les objectifs. Alors l'inconvénient ou l'avantage de Hasselblad, c'est que on n'a accès que aux objectifs Zeiss. Il n'y a qu'un seul objectif Schneider. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul objectif Schneider qui a été utilisé par Hasselblad, c'est le Variogon 140-280. Qui est un des rares zooms 6.6 et qui paraît-il pas terrible. Je dis paraît-il parce que je ne l'ai pas, donc en général quand je ne l'ai pas, je dis pas, mais voilà. Le but c'est de
vous expliquer, vous présenter. Voilà. Bon. Ceux qui me connaissent, bah, s'il ne l'a pas acheté, c'est que c'est vraiment mauvais. Enfin, bon. Non, c'est pas le cas. Simplement, je n'en ai pas trouvé et puis je n'en ai pas cherché. C'est pas le 6.6 n'a pas été comment dire, il n'y a pas dans les systèmes Hasselblad ou choses comme ça, dans les objectifs pour Hasselblad et dans les objectifs pour moyen format d'une manière générale, il n'y a pas eu une recherche effrénée ou une concurrence effrénée entre les fabricants au point que on ressorte un objectif tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Voilà. Et si on regarde le catalogue Hasselblad à sa fin, et qu'on compare au catalogue Hasselblad de ses débuts, il y a des objectifs qui n'ont pas changé. Il y a des objectifs qui n'ont pas changé. Le 103.5 n'a jamais été recalculé, par exemple. Le 82.8 a été recalculé, puisque ça a été un des premiers fiascos de Hasselblad, c'était son 82.8 qui n'était pas terrible, donc ils l'ont fait recalculer par Zeiss et il était rajouté une lentille de plus, donc voilà. Alors ça, c'est un objectif que vous risquez de trouver facilement sur les 500C, parce que ça date de cette époque-là. Et il est très facile à reconnaître parce que le traitement multicouche n'est pas marqué sur la face avant et n'est pas marqué par le T étoile rouge. Alors je vais vérifier que je dis pas de bêtises parce que il faut que je vérifie que eh bien, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai pas. Que je vérifie, je reviens. Tac, hop. Voilà, parce que le traitement multicouche de chez Zeiss est noté par un T avec une étoile rouge. Voilà, donc un T avec une étoile rouge. Vous voyez, sur le truc, alors hop. La mise au point coco, voilà. Donc en haut, là à midi, vous voyez un T avec une étoile rouge, voilà. Donc ça, c'est... donc il y a des objectifs où il n'y a aucune gravure rouge. Il y en a avec juste T, et après il y a T étoile, voilà. Et pour les 80 mm chromés, compure C chromé, s'il n'y a pas le T étoile rouge, il faut regarder mieux le design pour vérifier qu'on a ou pas la première version du 80 mm de 8. Alors je dis qu'on l'a ou pas parce que on peut être intéressé pour la trouver, parce que c'est entre guillemets l'objectif le plus mauvais de chez Hasselblad. Voilà. Et tu comprends, Coco, quand on commence à tout avoir, on est content d'avoir aussi l'objectif le plus mauvais, parce que des fois que tu veux faire une photo pas bonne. Bon. C'est un objectif que j'ai eu avec le 2000 FCM que j'ai eu, parce que c'était le seul que je pouvais me payer. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'était pas recherché, personne n'en voulait. Ah, tu comprends, on fait du moyen format pour avoir une top qualité moumoute. Ça peut être un leitmotiv pour faire du moyen format. Mais à mon avis, c'est pas forcément le plus judicieux en 2019 où vous avez des appareils d'entrée de gamme pour amateurs qui font 24 millions de pixels. Hein. Il faut recaser à chaque fois les éléments. Mais bon. Et puis là maintenant j'en cherche un et puis je me dis moi je l'avais payé je sais plus combien, je l'avais quand même payé cher, mais bon là si je l'avais gardé et que je le revendais maintenant, j'aurais peut-être fait un x2 sur le prix, oui, pour donner une idée, un x2 sur le prix en francs constants, voilà. Et donc, mais beaucoup d'objectifs ont été calculés qu'une fois et ils n'ont pas été recalculés après.
Donc dans les grands angles, il y a eu des évolutions dans les grands angles, par exemple, quand même. C'est là où il y a eu le plus d'évolution, c'est dans les grands angles. Puisque, par exemple, si on prend les 50 mm ou 60 mm, bah, les premières versions ouvraient à 5,6, et puis après il y a eu des versions de distagon qui ouvraient à 4, et puis après ils ont fait les versions à éléments flottants, hein, quand même. Voilà, donc il y a eu quand même quelques évolutions. Pour les longues focales, on a eu l'apparition de certaines focales qui n'existaient pas avant, du genre le 350 mm, ou des choses comme ça, et ainsi de suite. On a vu, je m'aperçois ça, c'est qu'on a vu les objectifs à obturateur, mais on n'a pas vu les objectifs sans obturateur, parce que bien sûr, le 200, la série 2000 et la série 200, n'ayant pas d'obturateur, permet certaines libertés au calculateur, à l'ingénieur optique, pour faire des objectifs sans obturateur. Voilà, donc cet objectif-là n'a pas d'obturateur. Puis je m'aperçois que je n'ai pas parlé plus avant du boîtier en lui-même, donc je ferai certainement un opus en vous parlant spécifiquement du boîtier. Pour l'instant, on reste dans le général. Donc il y a des objectifs sans obturateur et qui permettent donc des diamètres de diaphragme de plus importants que n'autorise le système mécanique de l'obturateur. Et donc là, par exemple, ça c'est un 50 mm qui ouvre à 2,8, alors que avec l'obturateur, du fait des complexifications système rétrofocus, patin couffin, ben, on ne peut faire qu'un 50 mm qui ouvre à 4 avec obturateur central. Voilà. Le problème qu'il n'a pas relais flex avec la série 6000, mais ça on en verra ça dans la vidéo sur le relais flex série 6000. Et puisqu'on a dans les accessoires et des objectifs, et bien ce boîtier-là, comme il est avec un obturateur focal, et bien je peux très bien, à la place de l'objectif Hasselblad Zeiss très cher, prendre une bague chinoise qui va me permettre de monter un objectif. Alors, je cherche comment vous le présenter, voilà. Un objectif de Leica Visoflex, voilà. De Leica Visoflex, sans obturateur, voilà. Et bien sûr, comme le boîtier a un obturateur, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Hein, voilà. Alors, je vous ferai aussi une vidéo sur le système Visoflex. Il n'y a qu'un seul objectif qui fonctionne, qui couvre le 6.6, c'est le Lector 12,5 cm. 125 mm, qui ouvre à 2,5. Voilà, et pendant qu'on discute, là, je vous fais passer des photos qui sont prises à Lector 12,5 cm. J'ai essayé les autres focales. Alors le 400 mm vignette, donc ne couvre pas le 6.6. J'ai essayé le 200 ouvert à 4. Il me semble qu'il vignette aussi. J'ai pas essayé le 200 ouvert à 4,5 parce que voilà. Et puis donc cette bague là, elle va être intéressante aussi pour monter des objectifs macro ou des choses comme ça parce que c'est du 39 à vis. Voilà. Autre possibilité de montage d'objectifs chelou. Alors ça, j'ai trouvé ça il y a pas très longtemps, donc là, j'ai pas encore fait de photo en 6.6 avec celui-là. C'est le système des bagues M65. Donc ce sont des accessoires, alors on en trouve en Russie ou on en trouve en Chine. Donc c'est une bague de mise au point que vous achetez, et puis vous avez une baïonnette Hasselblad que vous vissez. Alors ça existe en Hasselblad, ça existe en Pentax 7.
Et puis devant, vous avez une bague qui vous permet de monter des objectifs, on ne sait pas lesquels, des choses comme ça. Et moi, j'ai un Kinoptique apochroma 100 ouvert à 2, et voilà, et donc je vais vous le montrer parce que c'est... Et donc j'ai acheté les bagues sur eBay, et puis il me manquait 1 mm de tirage. J'étais à l'atelier, j'ai pris un bout de fil de cuivre, j'ai fait une bague de 1 mm de long, et voilà, et maintenant j'ai mon objectif qui est couplé, qui fait la mise au point jusqu'à l'infini et pas au-delà. Et puis voilà quoi. Et donc ça permet, l'avantage du boîtier à obturateur focal, c'est que ça permet des bricolages. Ça permet de monter des objectifs, pas tous les objectifs bien sûr, mais ça permet de monter des objectifs d'autres marques, et donc d'avoir d'autres expériences photographiques et choses comme ça. Et notamment vous allez dire, je vois toi à Courbevoie derrière ton petit Macintosh, et qui dit ah là, il va nous sortir, si un accessoire n'existe pas, fabriquez-le. Et bien oui mon coco, fabrique-le, n'hésite pas, chose comme ça, ou cherche sur eBay quelqu'un qui le fabrique. Et par exemple là j'ai trouvé l'artisan qui modifie des objectifs de Pantacon, qui est un autre 6.6 bloc de l'Est, dont je vous parlerai dans la vidéo consacrée aux autres bazars. Et donc là il y a un 180 ouvert à 2.8, 180 mm ouvert à 2.8. Alors c'est un Carl Zeiss Iéna, Iéna, donc c'était côté Allemagne de l'Est. Voilà, c'est un sonar 182.8, et là défilent des photos faites au 182.8 pendant que je discute, et vous allez voir que c'est pas mal, ça tient la route, ça donne des expériences, des choses comme ça. Par contre, en plus ça fait un boîtier, un truc qui flatte l'ego, avec ça mon coco t'es super content. Par contre c'est très très lourd, parce que c'est destiné normalement à être employé sur pied et ainsi de suite. Donc quand vous faites un après-midi de balade photographique avec ça, vous êtes content. Voilà. Bon, donc les objectifs, si vous prenez un boîtier qui n'a pas d'obturateur focal, vous êtes enfermé dans le système Hasselblad, mais c'est vrai de quasiment toutes les autres marques. C'est vrai de tous les systèmes qui n'ont qu'un obturateur central. Voilà. C'est la chose à savoir, c'est que grosso modo, l'obturateur central c'est sympa, ça permet de la photo au flash. Alors je vous renvoie à la vidéo sur les obturateurs, la vidéo sur la vitesse. Voilà. L'obturateur central, ça permet une synchro flash à vitesse élevée, ouais c'est sympa. On a maintenant d'autres solutions en numérique avec la synchro haute vitesse, donc c'est plus réellement nécessaire. Et puis ça vous impose d'avoir des couplages entre l'objectif et le boîtier, et qui vous limite à cela uniquement. Alors ça c'est un objectif Pantacon qui a été modifié en atelier avec un coup de tour et de fraiseuse. Il n'y a pas de bague, je n'ai pas trouvé de bague qui permette, il n'y a pas de possibilité de bague pour monter sur un Hasselblad un objectif Pantacon direct, parce que la baïonnette Pantacon est certes plus petite que la baïonnette Hasselblad, mais elle rentre un peu plus dans le boîtier. Voilà. Et donc du coup on n'aurait pas l'infini, et donc ça n'a pas de sens. Et donc il y a très peu d'objectifs qui peuvent être modifiés en monture Hasselblad. Il y en a quelques-uns, mais ce sont des objectifs volontiers de longue focale, au-delà de 80 mm. Et voilà, donc il y a le 50 mm à décentrement du Mamiya 645 que j'ai vu, des choses comme ça.
ça repose beaucoup sur des artisans ou des choses comme ça, donc il faut chercher, fouiller sur eBay, fouiller sur les forums pour voir un peu ce qui existe et ce que l'on peut trouver et qui peut être intéressant, des choses comme ça pour les objectifs d'une manière générale. Voilà. C'est dommage parce que il y a des objectifs très intéressants, notamment dans les Carl Zeiss Iéna, qui peuvent donner des résultats, des rendus intéressants. Voilà, des rendus intéressants. Donc il faut chercher des choses comme ça. Et c'est un peu le souci de l'argentique et c'est un peu le souci du moyen format en particulier, c'est que quand on va vouloir des rendus particuliers que l'on ne peut avoir qu'avec un objectif particulier, eh bien on va mettre le boîtier qui va être au dos, on va mettre le boîtier derrière qui va aller bien, ce sera ce qu'il y a de plus simple, et donc on se retrouve à accumuler des boîtiers, à accumuler des systèmes différents parce que c'est quand même moins cher que d'aller voir une entreprise pour faire monter un objectif dans un autre format ou dans une autre baïonnette. Moi, alors c'est quelque chose que j'ai fait, moi par exemple, que j'ai fait faire. Voilà, j'avais un objectif pour Canon 7 que j'ai fait monter en Leica. Ça m'a coûté 400 euros. Voilà, ça m'a coûté 400-450 euros il y a une petite dizaine d'années, quoi. Donc, et puis faut trouver l'artisan, c'est pas évident. Là, il est dans les pages jaunes, s'il existe encore, mais là, chez qui j'avais été, c'était Photociné MS, et Photociné MS a fermé, il n'existe plus. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les objectifs, mais après tout, le Zeiss Allemagne de l'Ouest est très bien. Très bien. Et puis je vous rappelle qu'un objectif qui est entre guillemets trop bon, on peut modifier son rendu en mettant un filtre devant, un filtre pas cher, et puis si c'est pas assez, on peut commencer à mettre des traces de doigts et des choses comme ça sur le filtre. Hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le filtre, sur l'objectif, non, on respecte les objectifs, mais sur le filtre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, voilà qui va conclure la vidéo T003B sur les objectifs d'une manière générale. Et on va se retrouver dans une vidéo T003C où nous allons parler des dos. Voilà, qui est un vaste sujet chez Hasselblad. Sur ce, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des recherches sur eBay, faites des recherches sur Google, faites des recherches sur Wikipédia pour voir un peu les différentes générations, les différentes trucs comme ça, et ainsi de suite. Sur ce, au revoir.